ça? On va commencer, alors. Les Rigiens sont trop en retard. Donc ce soir, je vais vous parler d'un voyage. On va attendre la forme. Ce soir, je vais donc vous parler d'un voyage, celui d'une route d'eau, partie traverser l'Asie, du lac Baïkal jusqu'à Bangkok, de mars 2004 à décembre 2005. Je vais aussi vous parler d'eau, ou plutôt de présence d'eau, très diverses, puisqu'elles ont modelé l'itinéraire de ce périple, à savoir le lac Baïkal et sa banquise, le désert de Gobi, ensuite, la chaîne aride du Kunlun, qui se trouve à l'ouest de la Chine, et ses oasis du Taklamakan et ceux de montagne du Kunlun, la haute vallée himalayenne du Zanskar, qui se trouve au sud du Ladakh, dans l'Himalaya indien, et ceux du Mont-Vert, le Gange sacré, en Inde, la mousson au Bengale, et pour finir, le Mekong, une voie fluviale, un fleuve frontière. Mes pérégrinations en Asie au fil de l'eau ont débuté le 2 mars 2004 par une semaine de train, une lente et douce progression de l'Occident vers l'Orient. Je descends du Transsibérien à Irkoutsk, au cœur de la Sibérie, et non loin des rives du lac Baïkal, vous voyez là, Baïkal Ozera, encore figé sous une épaisse banquise. Le lac Baïkal, souvent confondu avec la mer d'Aral, est en réalité la plus grande réserve d'eau douce de la planète. 630 km de longueur pour environ 80 km de largeur et 1637 mètres de profondeur mesurée. Il contient 20% des réserves planétaires et probablement 70% des réserves d'eau potable. Soit, d'après l'Institut de limnologie, le seul institut qui est consacré au lac Baïkal, soit l'équivalent d'une couche de 20 cm d'eau, uniformément répartie à la surface de la Terre. Mais ce ne sont pas là ses seuls records. Il est d'abord le lac le plus profond. Âgé de 25 millions d'années, le Baïkal est aussi le plus ancien système lacustre de notre planète. Et à l'inverse de la plupart des lacs, il continue de grandir, grâce au rift qui lui a donné naissance. Et ce, malgré aussi la sédimentation qui s'accumule désormais sur près de 5 km, comme vous pouvez le voir en brun. Donc en bleu, c'est la profondeur actuelle du Baïkal, et en brun, 5 km de sédimentation qui sont accumulés sous le lac. Le Baïkal abrite enfin un écosystème d'une richesse exceptionnelle. Des 2635 espèces animales et végétales qui y vivent, 56% sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que dans le Baïkal. Le Golomianka, par exemple, est l'une de ces espèces remarquables, un poisson transparent, constitué à 80% de graisse, et nourriture favorite du Nerpa, l'un des deux seuls phoques qui vit dans l'eau douce, l'autre se trouvant dans un lac en Finlande. Alors celui-ci a, peut-être pour son plus grand bonheur, je ne sais pas, échoué dans une baignoire d'Irkoutsk. Sur la rive sibérienne du Baïkal, je séjourne d'abord à Tchanchour, un petit hameau isolé dans la taïga, en compagnie de trappeurs. Sur l'île de Lron, la plus grande île du lac, puis à Baïkalskoye,
un petit village de pêcheurs au nord du lac. Plus au sud, Alisdianga, villégiature des citadins. À Baïkalsk, enfin, une ville vouée à une importante usine de cellulose. Jeudi 18 mars 2004. J'avance péniblement dans les pas de Vladimir. La taïga, immense et secrète, hiberne en silence. Après 7 heures de marche continue, nous arrivons à Tchanchour, hameau de cabane à la lisière de la réserve et de la Léna. Seule une demi-douzaine d'hommes affrontent l'hiver dans ce hameau isolé, vivant de chasse et de pêche sur la Léna, activité qui requiert une patience bien au-delà de mon entendement. Est-il possible que le sentiment d'amertume, de vengeance, de passion pour la destruction de notre espèce puisse survivre dans un homme confronté à un tel spectacle, s'écria Léon Tolstoï en découvrant le Baïkal. Découvrir le Baïkal en hiver est un éveil aux 1000 visages de la banquise. Comme ces imbroglios de glace, de blocs de glace, comprimés par le vent et les courants, lors de la formation de la banquise, en novembre, ou parfois des surfaces plus lisses, mais rainurées de toutes parts, comme pour mieux rappeler que la banquise respire. Elle couine même. Dans certaines criques de l'île d'Olron, les vagues sont même figées par l'hiver. La banquise est aussi un carrefour de rencontres insolites. On y croise des vaches qui vont s'abreuver autour d'eau, les pêcheurs patients qui dévissent les homules plaintifs de leurs filets, ou encore le tracteur du village qui vient remplir sa citerne d'eau à distribuer aux Iliens, au même trou que les vaches. Car l'eau du Baïkal est encore relativement pure. Ce lac est en réalité une vaste usine naturelle de traitement d'eau. Elle bénéficie en effet des soins de micro-organismes purificateurs, eux aussi endémiques au lac, et qui transforment les toxines de l'eau. Très faiblement minéralisée, elle est recommandée par les médecins dans certains cas, comme pour l'hypertension, les maladies rénales, les régimes sans sel par exemple. Une femme d'Irkoutsk m'a même avoué qu'elle devait toujours transporter de l'eau du Baïkal à sa vieille tante de Moscou parce qu'elle soigne ou qu'elle conserve. Mais depuis 1999, l'eau du Baïkal est mise en bouteille, en partenariat avec l'Institut de limnologie, cet institut qui est intégralement consacré à l'étude scientifique du Baïkal, institut universitaire. Danone prévoit aussi prochainement la construction d'une très grande usine au sud du lac. Les rives, particulièrement montagneuses et sauvages, sont pour l'instant le meilleur atout de préservation de cet écosystème remarquable. Les Russes l'étudient depuis près d'un siècle et tentent de le préserver au moyen de réserves naturelles, comme vous pouvez voir sur cette carte. Le Baïkal compte 3 zapadivniks, plusieurs réserves, donc tout en jaune sur la carte, sachant aussi que tout le pourtour du lac est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Seulement, la corruption, les priorités du gouvernement, ne sont pas forcément en phase avec les priorités écologiques de la perle de Sibérie. La moitié nord est à la fois la partie la plus sauvage et la mieux préservée du Baïkal, peut-être même la plus belle.
Dimanche 25 avril 2004. Au village, c'est l'effervescence. Tête coiffée et lunettes sur le nez, le convoi de chasseurs de phoques se peaufine sur la glace, sous le regard attentif d'une foule à moitié ivre. Les femmes pleurent et boivent leurs héros qui vont une semaine durant braver le danger sur le Baïkal. Un danger justifié par les failles de la banquise. En ce début du mois de mai, elle fond, craque et finira par se décomposer, puis plonger dans les profondeurs du Baïkal. Irkoutsk. Ville où se côtoient modernisme et tradition, Irkoutsk est loin de sommeiller durant l'hiver. La glace est un prétexte idéal pour vendre les maroges d'ailleurs, et cornets de glace. Alors que la neige amuse les babouchkas qui vendent leurs pâtisseries au marché. Mais, quand mes yeux ne s'évadent pas sur les têtes sibériennes engoncées dans toutes sortes de coiffes, ou dans les yeux bleus des Sibériens, mon regard s'étonne de la coquetterie charmante des vieilles demeures d'Irkoutsk, qui, dégel après dégel, s'enfoncent inéluctablement dans le sol. Certaines de ces demeures ont déjà leurs fenêtres au niveau de la route. Irkoutsk est aussi une capitale régionale sur les rives de l'Angara, seul fleuve qui s'échappe du Baïkal, et veine industrielle qui marque l'influence grandissante de l'homme sur le Baïkal. Car la pollution gagne peu à peu du terrain sur le lac, aussi imposant soit-il. Dans un ordre croissant et subjectif, je vais lister ici les menaces qui pèsent sur le Baïkal, telles que je les ai comprises auprès des scientifiques, des environnementalistes et des pollueurs rencontrés sur ces rives. De façon quasiment unanime, la principale menace est la pollution organique liée au rejet d'eau usée, les industries, l'agriculture, l'usage domestique, et tout particulièrement celle du bassin agricole de la Selenga, qui traverse la Bouriatie et qui est le principal affluent du Baïkal. Quant à la grande usine de cellulose tout au sud du lac, elle pollue l'extrême sud, mais il semble que la perestroïka, année de vache maigre industrielle, ait plutôt été favorable à l'écologie. Actualité récente, les projets d'oléoducs longeant les rives du lac et ceux de gazoducs le traversant inquiètent très fortement les environnementalistes. La rupture d'un oléoduc traversant le bassin versant et donc des rivières allant se jeter dans le Baïkal provoquerait en effet une pollution aux conséquences mal connues. Aux dernières nouvelles, toutefois, le président Poutine vient de donner partiellement raison aux protecteurs du Baïkal en éloignant le tracé que vous voyez en rouge, qui est proposé par les compagnies pétrolières, un petit peu plus loin dans le nord, mais en longeant malheureusement la Léna sur de nombreux kilomètres. Les feux de taïga sont en nette augmentation ces dernières années. Une partie de ces feux sont naturels, bien sûr. Plus inquiétants sont ceux qui sont criminels et qui sont liés à des acquisitions de terrains immobiliers. Or, les feux sont à l'origine des dioxines que l'on retrouve dans les graisses animales et qui sont responsables, à dose même infime, d'un affaiblissement du système immunitaire. Viennent ensuite le développement touristique et les constructions illégales sur les rives du lac et notamment au sud, près des grandes villes. La pollution atmosphérique de la vallée de l'Angara, très industrialisée. Et un fléau assez récent, les coupes illégales de taïga, principalement exportées vers la Chine.
Alors sans doute à cause de son inertie, il est à craindre que, passé un seuil de pollution, le mécanisme global du lac Baïkal, dont les scientifiques ne savent que peu de choses en réalité, ne s'emballe dans son spirale irréversible. Mi-mai, lorsque je quitte le Baïkal pour me confronter à l'aridité du désert de Gobi, le lac se libère tout juste de son carcan de glace. Il n'existe pas un Gobi tel que notre esprit imagine le désert. Il existe en réalité de nombreux gobis, qui constituent la plus grande zone désertique d'Asie, étendue jusqu'en Chine, comme vous le voyez là. Ces gobis sont différenciés par leur couleur, ou la nature des sols, et seuls 3% du gobi mongol sont en réalité des dunes de sable. Plus souvent, il s'agit de vastes cuvettes affaissées et recouvertes de caillasses, de terre ou de sols sablonneux sur lesquels poussent entre autres l'herbe à chameau et le saxaoul, qui sont les pâturages naturels et vitaux pour les troupeaux de chameaux, chèvres et moutons des nomades. Le désert de Gobi est une terre d'extrême variabilité de pression et de température. Les hivers y sont très froids et secs, jusqu'à moins 40 degrés, alors que les étés sont chauds et orageux, notamment des orages secs. À l'intersaison surtout, il est possible d'être confronté à un soleil brûlant, suivi d'une tempête de grêle glacée, ou alors d'une tempête de sable, comme ici. Vous la voyez venir sur la gauche. Si l'hiver est trop rude, c'est-à-dire en fait enneigé et venteux, les éleveurs risquent de perdre leur troupeau des pattes longues, les chameaux et les chevaux, qui s'éloignent du campement jusqu'à épuisement au fil du vent. Ces dzods, on appelle ces hivers les dzods, comme ceux de 2000 et 2001, sont les moteurs d'une exode rurale en très forte croissance autour d'Oulan-Bator. Et l'accumulation massive de ces yourtes sédentarisées et entourées d'une palissade en bois pose de sérieux problèmes d'assainissement des eaux usées, de la pollution de la nappe phréatique et d'approvisionnement en eau potable dans la capitale des steppes. Les bornes sont construites, ça et là, on vient acheter l'eau, et l'exode rural va plus vite que la construction des bornes. Afin de découvrir le Gobi, je quitte Arvaher avec 2 chevaux. Arrivé à Bogd, j'assiste durant 10 jours 2 Français en mission dans une école et m'initie à la plomberie. Plus tard, après avoir revendu mes chevaux, pour qui le Gobi devenait trop rude, je poursuis à pied, en portant ma charge d'eau jusqu'à 30 kg. Début juillet, une amie me rejoint à Dalamzadgad. Nous achetons alors un chameau de Bactriane. J'ai encore oublié le chameau. Et traversons durant un mois les gobis qui séparent Dalamzadgad de Saenchan, 500 km plus à l'est. « 15 juin 2004. Tchou tchou, hurlai-je encore et encore. Mais il est vain de gaspiller toute mon énergie à négocier contre mes chevaux. Cela leur est bien égal. Et il me semble que jour après jour, ils redoublent d'intelligence pour me faire savoir combien cette randonnée dans le Gobi n'est guère à leur goût. Mais quelle joie d'apercevoir le tuyau rouillé de cheminée d'une yourte au détour d'une ligne de crête. Je sais alors que le thé salé au lait désaltérera ma gorge et que je ne tarderai pas à me régaler. C'était le tuyau rouillé au détour d'une ligne de crête. Donc je ne tarderai pas à me régaler d'un bol de soupe de nouilles de riz ou encore de bouse.
des raviolis à la viande de mouton, le plus souvent. La simplicité de l'hospitalité mongole donne vie à ces libres horizons balayés par des vents rageurs. Chaque jour, il faut traire les bêtes, les chèvres, à l'aube ou à la tombée du jour. Ça peut aussi être les chevaux, les juments ou les chamelles. À chacun sa méthode pour les chèvres. Certains accrochent les bêtes tête contre tête, comme ici. D'autres les concentrent dans un enclos. Certains encore se contentent de mettre à contribution les enfants pour attraper et maintenir la bête désignée. Bien souvent, il faut soigner sa mécanique. Nouvelle monture de bien des nomades et sujet de conversation masculin apprécié. La lutte est le sport national du pays, un rêve de gamin, un joyeux défoulement, un honneur ardemment disputé. À chaque festival, notamment, quant à sa victoire, elle se danse comme l'aigle. Dans le Gobi, où quasiment aucune eau n'affleure en surface, la vie des nomades est intimement liée à celle d'un puits. La nappe superficielle est souvent peu profonde, entre 2 et 8 mètres, permet l'existence de nombreux puits, trous renforcés de pierres, de pneus ou de béton. La plupart sont encore munis d'une simple poche en caoutchouc, levée par de robustes bras. Malheur à ceux qui arrivent à un puits non équipé, un puits dépourvu de système de puisage, sans équipement. À ces nombreux puits s'ajoutent 35 000 puits profonds et mécanisés, forés durant la période soviétique. Les 60% de ces puits ne sont plus en état de fonctionnement, ils se sont asséchés, le matériel est abîmé, ou surtout, à l'indépendance, ils ont été comblés par les Russes. Ces derniers ont aussi emporté la plupart des données concernant les importantes campagnes de forage qu'ils avaient menées. La nappe superficielle peu profonde, mieux connue des nomades, se caractérise néanmoins par une eau très dure, fortement minéralisée et non potable selon les normes internationales. Mais à ma grande surprise, mes hôtes, comme ceux avec qui je suis restée 10 jours, comme vous voyez sur cette photo, ils préféraient l'eau affleurante, notamment quelques matins sur ce petit lit de rivière, l'eau affleurait, et ils préféraient cette eau à l'eau du puits, malgré les pâturages aux voisins. « 10 juillet 2004. Patiemment, je scrute encore les environs à la manière mongole. Les 2 mains accrochées à ma longue virus, objet identique à celui qui trouve refuge dans toutes les encoulures des deltes des steppes, long manteau feutré des nomades. Ce soir, à force d'avoir scruté des heures durant l'horizon implacable à la recherche de signes tangibles, nous finissons par trouver le puits indiqué sur la carte. Nous y faisons halte, pour la nuit, profitant largement de cette eau longuement cherchée. À propos des nomades mongols, Przewalski observait que l'agriculture n'est pratiquée que dans des endroits très fertiles, car elle leur est souverainement désagréable. Durant ma traversée, je n'ai observé qu'à 2 reprises des jardins irrigués. Une source qui permet le travail de la terre, qui supplante alors celui des bergers, compte tenu de l'importante surcharge de travail que cela représente. En particulier, les cultures sont irriguées durant toute la nuit, afin de minimiser l'évapotranspiration. Une tâche qu'il faut répéter toutes les 3 nuits. À ce propos, les ingénieurs de la capitale ont étudié le projet titanesque d'un pipeline de 1000 km
qui permettrait d'irriguer des surfaces agricoles dans le Gobi central. Ce projet vise aussi à alimenter en eau des villes afin de réduire l'exode rural, à vendre de l'eau à une ville voisine chinoise et à approvisionner en eau des industries minières. Car le sol du Gobi est riche en cuivre, en charbon et en or notamment, et toute exploitation nécessite l'eau courante. Or, creuser des puits dans le Gobi est un lourd investissement, sans compter l'incertitude des résultats de telles campagnes de forage. C'est donc parfois aux dépens des rares eaux de surface que les surfaces minières pérennisent leur activité. Pour exemple, la rivière Hongui et son lac, de faible profondeur, mais complètement asséchés, au cours des dernières années, au détriment des nomades qui se battent pour préserver leur patrimoine naturel. À mon passage, ils venaient de faire une longue marche de protestation le long du lit de la rivière à sec. Le chameau de Bactriane est le roi incontestable du Gobi. Son imposant pelage lui assure de supporter les rigueurs de l'hiver. Après la tonte, je lui trouve néanmoins un soupçon de ressemblance avec un chameau, avec une autruche. Abreuver un troupeau de chameaux assoiffés, quand il faut puiser l'eau manuellement, n'est pas une mince affaire, non plus. Chaque bête buvant entre 80 et 100 litres d'eau. Cela donne lieu à un drôle d'embouteillage. Lui, c'est Merlot, le seul chameau du Gobi, débarrassé de son plein gré des tiques qui se goinfrent entre les jambes des chameaux. Et elle, c'est Fred, qui m'a rejoint. Le Kunlun. À la fin de l'été, après un détour par Pékin, puis Golmud, d'où, fuyant la police locale, je m'échappe incognito par le petit bassin du Tarim, j'arrive enfin au pied du Kunlun, à Tchiro. La chaîne du Kunlun est une veine de montagnes arides et pelées qui sépare deux déserts. Au sud se trouve la partie occidentale du plateau tibétain, une terre en moyenne à 5000 mètres d'altitude et recouverte de nombreux lacs d'eau salée et quasiment vide d'hommes. Des restes de mer. Au nord s'étale le Taklamakan, le désert d'où on ne revient pas, qui, à l'inverse du Gobi mongol, est une vaste mer de salines hospitalières. Encerclés de grandes villes oasis, les agriculteurs satisfont leurs énormes besoins en eau grâce aux 24 rivières issues des chênes qui encerclent le Taklamakan et qui viennent mourir dans le sable. Un oasis au Xinjiang, c'est d'abord un énorme et très ancien réseau de canaux d'irrigation à entretenir sans relâche, des ressources limitées, que ce soit de la nappe phréatique ou d'un partage indispensablement équitable des eaux fluviales issues des chaînes avoisinantes. L'eau consommée à des fins agricoles possède un coût au Xinjiang. Jusqu'en 2003, le prix de l'eau variait selon la nature des cultures, légumes, coton, céréales. Mais les besoins croissants liés à la modernisation des oasis et surtout à la forte croissance démographique, plus de 10 pour 1000 en 2002, contraint à de nouvelles mesures, prix unique au mètre cube consommé et réglementation limitative. La DDE locale m'a toutefois confié qu'aucune oasis n'avait jamais souffert de manque d'eau, ayant toujours été attentif à leurs ressources. Ce sont les eaux torrentielles de la fonte des neiges
à partir du mois de mai, qui remplissent les petits réservoirs des oasis et irriguent les jeunes pousses. Le débit des fleuves peut ainsi être multiplié par 50. Et si les projets de barrages-réservoirs alimentent les tiroirs des principales oasis, comme Kashgar, qui prévoit la construction d'un énorme réservoir, ceux visant à assainir et traiter le volume croissant des eaux usées font largement défaut et la nappe phréatique s'essouffle. La vie fleurit ici depuis plus de 1000 ans, depuis que le peuple ouïghour et musulman, chassé de Mongolie par les Kirghizes au 8e siècle, s'y est installé et y a prospéré. Aujourd'hui, Ouïghours et Chinois s'y côtoient presque pacifiquement. Le Xinjiang étant toutefois l'objet d'une colonisation similaire à celle infligée au Tibet. C'est en compagnie d'un petit âne, Kunlun, moyen de déplacement des Ouïghours, que je me rends sur les hauts plateaux de l'extrême nord du Kunlun. Y paissent les troupeaux des bergers, chèvres, moutons, ânes et chevaux, mais aussi chameaux, jusqu'à 3500 mètres d'altitude, ainsi que des ânes, des gazelles et des yaks sauvages. Une dimension surnaturelle, alliant dunes et pics enneigés, caractérise cet arc montagneux qui vient lécher la mer de sable du Taklamakan, de ses contreforts lisses et dodus. Les bergers ouïghours du Kunlun sont de joyeux et coquins nomades. Durant la saison estivale, ils veillent paisiblement sur leurs vastes troupeaux, de 300 à 700 chèvres et moutons, qui paissent sur les pâturages à 4000 mètres d'altitude, là où les précipitations neigeuses sont plus importantes. Les journées sont agréablement rythmées par les nombreux thés, dans lesquels sont trempés les nanes durcies, des galettes de pain et aliments de base des Ouïghours. En septembre, lorsque les températures baissent et l'eau vient à geler, les troupeaux sont redescendus au village et les bêtes vendues sur le marché des villes. 20 septembre 2004. Ce matin, il n'est pas question de traîner. Le soleil ne produit pas encore sa généreuse chaleur, que Beuy Chiran, emmitouflé dans sa doudoune en loques, se réchauffe déjà autour du feu. Le troupeau, qui semble impatient de retrouver les pâturages d'hiver, est sans cesse rappelé à l'ordre par les woutus stridents de leur maître. Ce jour-là, ce sont tous les nomades de ce vaste plateau qui se mettent en route pour leur village, les uns loin des autres, afin de ne pas mélanger les bêtes. Une transhumance de 3 jours, marchant le verre pousser les bêtes du haut de nos ânes. Au village, elles seront attrapées et vendues dans les villes oasis. Il n'y a pas d'eau courante en montagne, et pour les maisons ou tentes isolées, il faut parfois chercher l'eau bien loin, quand le lit des rivières s'assèche en fin d'été. Les bidons sont ramenés à dos d'âne, parfois d'hommes, tout comme les tas de buissons que l'on va arracher à coups de bêche sur les collines et qui servent de combustible à la cuisine. À droite se trouve la couche, où tout le monde dort, allongé l'un à côté de l'autre. En compagnie de mon petit âne, je poursuis le long du Kunlun sur près de 500 km, en suivant les sentes de bêtes qui relient les villages ouïghours. Tour à tour, happés par l'austérité verticale et massive du Kunlun,
ou l'horizon opaque, sans issue, qu'offre le Taklamakan. Un village ne vit qu'à proximité d'un torrent glacier permanent. De loin, les cultures en terrasse et lignes de peupliers fins et élancés sont autant de petites oasis qui étalent leur palette de verts et jaunes à ravir des yeux saturés d'espace désertique. Kashgar vibre les jours de marché. Hier, plus authentique et important marché d'Asie centrale, de nouveaux bâtiments compartimentés lui donnent aujourd'hui un nouveau visage, plus sûr, mais aussi plus sage. Voilà pour la sagesse. De Kashgar, j'emprunte la route du Karakorum pour entrer au Pakistan, mais ne manque pas de flâner au pied de géants himalayens de la vallée de la Hunza, encore flamboyante en cette fin d'automne. Après la transhumance des pattes courtes en terre ouïghour, ma route croise celle de bergers de yak qui amènent leurs bêtes à la ville. Perché sur l'échine d'un magnifique yak blanc, j'apprends à conduire leur troupeau. Il va falloir que je change. Le Zanskar. Vous voyez Kashgar, le Pakistan, où se trouve le Zanskar. Arrivé en Inde, je file vers le Ladakh, avec l'espoir que la seule piste qui mène au Zanskar ne soit pas encore fermée par la neige. Prolongement géographique du Tibet, cette vallée triangulaire, perchée à plus de 3500 mètres, est un désert d'altitude, isolé durant les 5 mois d'hiver par 2 cols, à plus de 4000 mètres, et des gorges au nord, impraticables. Là où l'homme n'a pas dévié l'eau à sa guise, il n'y a rien que terre et pierre. Une terre si montagneuse et froide qu'aucun grain ne peut y pousser, selon Fayen, un des premiers voyageurs chinois à fouler ces terres. Sédentaire, je m'attache à apprendre la langue, la culture et les gestes quotidiens de ces bergers himalayens qui vivaient encore en autarcie il y a 50 ans à peine. Par manque de professeurs, je me retrouve très vite à enseigner l'anglais à des nonnes, des moignons et surtout aux élèves de l'école primaire de Tongri. Chaque matin, les joyeux petits écoliers arrivent en flânant à l'école, que seuls les rayons du soleil se chargent de chauffer durant l'hiver. Et rien pourtant n'empêche le quart d'heure matinal de discipline et de récitation des leçons. Les villages du Zanskar sont nichés à flanc de montagne. Autour, s'étend un labyrinthe de champs aux formes diverses, langues de pie, qui vient lécher le fleuve que la glace s'acharne à emprisonner. À l'approche de l'hiver, les sources et les torrents qui alimentent les villages gèlent, contraignant les villageois à de joyeuses glissades jusqu'au trou d'eau. Mais il avait la lourde manchée de laine qui habille les Zanskarpas n'est pas aussi simple.
Le Zanskar possède 4 grands canaux d'amener d'eau par gravité, tous de construction récente, inférieure à 25 ans. D'autres canaux sont en projet, dont celui de Karcha, sujet de controverse. Un canal de près de 25 km qui irait puiser l'eau du fleuve en amont afin de pallier au manque d'eau régulier de Karcha, donc en bleu sur cette carte. Ce canal traverserait néanmoins plusieurs villages et donc leurs terres. Ce sont les vieux qui refusent de voir leurs champs scindés, malgré une forte compensation qui cumule terre et pécule. Le monastère de Karcha est un dédale de maisonnettes rectangulaires, blanchies à la chaux, accrochées à la falaise et serrées les unes contre les autres, comme pour mieux supporter les rigueurs de l'hiver. Les moines y vivent assez librement, nourris par leur famille. Les moignons y étudient plutôt joyeusement. Depuis le monastère de Karcha, la vue sur la large vallée triangulaire du Zanskar est particulièrement saisissante. Décembre 2004, mais autour de moi, pas une seule trace de neige. Cela n'empêche toutefois pas les fêtes du Losar, nouvel an bouddhiste, de réjouir villageois et religieux de Chang, bière d'orge artisanale, ainsi le théâtre local. « 28 décembre 2004. L'hiver s'installe enfin, recouvrant le Zanskar de son épais manteau blanc. À chaque chute de neige, il faut déblayer les toits plats afin d'éviter les infiltrations au premier rayon du soleil. Le chemin d'eau du monastère se fait plus ardu quand il faut porter sur son dos le bidon de 20 kg d'eau chaque jour. Mais sa situation élevée récompense de magnifiques horizons vaporeux d'où se détachent quelques sommets récalcitrants. Une fois à l'intérieur, le thé salé au beurre de yak réchauffe. Arrêtés par la grande barrière naturelle qui mure le Zanskar au sud, les nuages de mousson ne versent que quelques restes, les principales précipitations étant donc hivernales. Et la neige est primordiale pour l'agriculture irriguée aux Zanskar, qui, à l'inverse des vallées voisines comme l'Indus, n'utilise pas l'eau du fleuve, plus bas que les terrasses cultivables. En effet, tous les villages sont installés à flanc de montagne, soit près d'une source, soit d'un torrent glaciaire. L'épaisseur de neige oscille normalement entre 1,5 et 2 mètres dans la vallée, et bien plus sur les cols. Mais entre 1998 et 2004, les précipitations hivernales furent néanmoins inférieures à la moyenne et quasiment nulles de 2001 à 2004. De telles conditions climatiques ont épuisé certaines sources du village, comme ici, le village de Pichou. Le gouvernement dut alors intervenir afin de compenser les manques de farine, fourrage, blé, orge et lentilles. La quantité de neige et la date des précipitations déterminent le commencement des travaux de labour des champs qui sollicitent les yaks les plus vaillants, ainsi que plus tard la quantité d'eau nécessaire à l'irrigation, un savoir plutôt détenu par les femmes. De la vie des Zanskarpas, l'hiver est aussi une saison propice aux prières et à la vie de famille. Les femmes s'appliquent à filer la laine. À l'arrivée des beaux jours, elles renforcent la torsion des fils tout en se régalant des ragots du village.
la piste de la fée. Le froid ouvre aussi une route de glace. Ainsi, au cœur de l'hiver, les gorges du fleuve Zanskar partiellement gelées sont la seule porte de sortie de la vallée. Mais il faut marcher sur la glace, dans l'eau gelée, dormir dans les grottes durant plusieurs jours. Aujourd'hui, route de trek, de nombreux locaux arrondissent leurs économies comme porteurs le temps d'une saison de tchadar. Je les ai accompagnés et aidés durant un mois. 25 janvier 2005. Débit d'eau qui ne se contient plus. La vague submerge la glace et la belle piste de rive se transforme en marécage glacé ou escalade équilibriste sur les parois escarpées. À la sortie des gorges, Kiki ce cela galop résonne la victoire des marcheurs et celle des nouveaux initiés. Au retour de la seconde traversée de Tchadar, la neige se met à tomber tant et tant que bientôt les gorges se transforment en étaux, véritable couloir d'avalanche sans échappatoire. Il est vain de songer à poursuivre. Mais que la retraite du Tchadar est pittoresque. Les porteurs blancs comme neige, les avalanches qui égayent autant qu'elles effraient, un paysage flou et monochrome, la trace disparue. À peine au-dessus du village de Tongri, 12 nonnes s'appliquent une vie durant à prier pour le bien d'autrui. 12 femmes, au cœur aussi soyeux que leur sourire et leur simplicité. Leur environnement de vie est resté spartiate, à l'image de la culture ancestrale tibétaine. L'eau, le bois et les bouses se cherchent à deux femmes à la rivière du village ou dans les montagnes. « 15 avril 2005. Un matin, un beau spécimen en balade sur mon cou me met la puce à l'oreille. Long, noir, en pleine maturité. À l'abri des regards masculins, je me déshabille et inspecte mes habits. Le sang me monte à la tête. Je suis couverte de puces évolantes. Nettoyage complet, lessive, génocide. Meurtrière de puces, me lance Tachi en mots. Un rire qui mêle malice et tendresse accompagne ses reproches. Nonne bouddhiste, elle ne saurait tuer une bête, pas même la plus petite et nuisible qui soit. Entre taquinerie et leçons de morale, elle m'explique que j'ai peut-être exterminé quelques âmes humaines, ce qui me vaudra mon lot de souffrance en retour. Om Mani Padme Hum. Renouveler un visa pour l'Inde m'oblige à un détour par le Népal. Justement, aujourd'hui, il faut bétonner un réservoir d'eau pour le village. Les hommes gèrent les tâches techniques. Les femmes, joyeuses chaînes humaines, portent le béton sur le lieu de coulage. Mémé, lui, Mémé signifie grand-père en Himalaya, Mémé, lui, raconte l'histoire de sa vie à qui veut l'entendre. I'm old man, army retired. Je suis un vieil homme, retraité de l'armée. Mais les grands héros de l'Himalaya sont les Sherpas du Solo Khumbu. Dès leur plus jeune âge, ils portent les marchandises au village inaccessibles par route. Jusqu'à 100 kilos de charge sur les sentiers de montagne russes et sous les pluies battantes de la mousson. Le Gange. Les premiers jours de juillet, la mousson éclate en Inde, alors que je découvre le glacier du Gangotri, qui donne sa source au Gange. De là, je longe ce fleuve sacré sur une bicyclette indienne, jusqu'à son delta,
au Bangladesh. Un périple de près de 2500 km et un supplice pour mon derrière. Une typhoïde me force au repos à Bénarès, au Varanasi, porte d'entrée au paradis ou peut-être en enfer, et reflet d'un Gange physiquement maltraité en dépit de son visage sacré. Depuis les cieux, au pied du lotus de Dieu, là où Bhagirath se consacra à de grandes offrandes et prières pour le bien de son peuple, Ganga jaillit des jarres de Brahma, Dieu créateur, et descendit sur terre à travers les cheveux de Lord Shiva, afin de purifier les hommes de leurs péchés. Au pied d'un Ganesh endurci, déité hindoue à tête d'éléphant, le Gangotri est un glacier de 25 km de longueur, dont 10 sont recouverts de débris et de terre. Les glaciologues qui étudient le Gangotri estiment que ce glacier recule 3 à 4 fois plus rapidement que dans le cadre d'un cycle normal de réchauffement. Au bout de la langue glaciaire, appelée Gomukh, littéralement la bouche de la vache, le Gange, tumultueux, commence sa longue course. Ce lieu est la quête ultime d'un pèlerinage qui attire des milliers de sadhus et de fidèles chaque année. Quelques centaines de kilomètres en aval, se construit le 3e plus grand barrage en terre d'Asie, le barrage de Terry, 260 mètres de hauteur et 45 mètres de largeur de crête, pour une production hydroélectrique de 2000 MW. Cette énorme production est principalement destinée à soulager les besoins accrus de Delhi, la capitale. La réserve d'eau potable, formée par les retenues de 42 et 26 km, sur les 2 affluents qui fusionnent au niveau de ce barrage, est aussi réservée aux 2 tiers à la capitale, aux besoins de la capitale. Une partie est néanmoins destinée à irriguer de nouvelles surfaces agricoles. Delhi. Couleurs chargées d'odeurs, reflets aux 1000 senteurs. La vie se parfume de traits qui se dessinent sur papier d'infortune que le temps assassine. Fumées en quête de destinée, échappées de 1001 foyers, la vie se consume en bouquets d'encens qui chaque jour exhument joies et infortunes en passant. Le long des petites routes bordées d'arbres et de vergers de manguiers, entourées de vastes platitudes cultivées, damiers de canne à sucre ou de rizières, à suivre les canaux où pêchent, nagent et se lavent les habitants. Traversant les hameaux de ferme, les bazars ou les villes furieuses, je pédale de joie sur ma bicyclette Atlas. Assise sur 3 épaisseurs de coton, le Gange défile, tel un film, dont je me sens parfois l'héroïne quand mon pédalier s'arrête. Quant aux pluies, trop rares à mon goût, elles délivrent néanmoins de l'étouffante chaleur moite de la mousson. Aussi, je dois régulièrement m'allonger à l'ombre sans maudire, afin de retrouver mon souffle. Le Gange est un fleuve à 2 visages. Le premier est spirituel. Aucun autre fleuve au monde n'est autant vénéré que le Gange. Lui rendre hommage, c'est le regarder, le toucher, le boire et s'y baigner, peu importe son état physique.
Ainsi seulement peut-on espérer purifier corps et esprit. Chaque année, des millions de personnes se rendent en pèlerinage en divers lieux sacrés du Gange, où se retrouvent, lors de festivals, le plus important étant le Kumbh Mela, un festival qui a lieu tous les 12 ans et qui attire des millions de pèlerins. Le second aspect est physique. La vallée du Gange nourrit 50% de la population indienne. De ce fait, son débit est largement dévié par deux grands canaux afin d'irriguer la plaine supérieure du Gange, l'aval, bénéficiant de pluies d'inondations de moussons. Mais à force de le vider de son eau, la pollution augmente sur certains tronçons et le petit voisin bengalais ne reçoit parfois plus une seule goutte du fleuve durant l'été. Mais que sait-on réellement du Gange? Peu de choses scientifiques en réalité. Aucune étude n'ayant été faite par peur des résultats. La pureté du Gange est un sujet fort délicat. L'eau du Gange est néanmoins connue pour certaines propriétés remarquables. Les marins anglais avaient pour habitude de charger leurs navires de jarres d'eau du Gange, car elle restait potable durant plusieurs mois. De plus, certaines expériences réalisées au début du siècle prouvèrent qu'un corps infecté de choléra et plongé dans les eaux du Gange en ressortait sans le moindre germe au bout de quelques minutes à peine. On parle d'organismes bactériophages, de radioactivité, d'éléments minéraux contenus dans l'eau du Gange, mais rien n'est véritablement connu. Aujourd'hui, la surpopulation, l'urbanisation et l'industrialisation ne ménagent plus ce fleuve. Vous allez voir ici la ville de Varanasi, et vous avez vu tout à l'heure tous les petits carrés, ce sont tous les champs. D'autant que la considération spirituelle du Gange ne permet pas toujours de l'avouer pollué. Quant à la corruption, elle est en partie responsable de l'échec cuisant du plan d'action du Gange, inauguré par Rajiv Gandhi en 1985, et pour lequel des millions d'euros ont notamment été investis dans la construction de stations d'épuration fonctionnant à l'électricité, dans des villes comme ici à Varanasi, où l'électricité est coupée 8 heures par jour. Le Gange menant au Nirvana, nul ne s'y sent mal à l'aise. Chaque jour, les buffalos se baignent indolents, avec leurs longs museaux et leurs peaux noires parfaitement lisses. Les garçons rivalisent de frites et de plongeons à grands cris. Les femmes, drapées multicolores, toujours pleines d'élégance, grattent leurs casseroles noirâtres avant d'y plonger leurs enfants. Le Bangladesh. Au Bangladesh, je termine ma poursuite du Gange à Kolkata, au golfe du Bengale, et m'étonne autant du paysage inondé que de la propreté alentour qui s'oppose aux ordures amoncelées sur le sol indien. Le Bangladesh est majoritairement une plaine, un delta qui recueille les eaux de deux géants himalayens, le Gange, appelé Podda, le Brahmapoutre, appelé Jamuna, et la Meghna, qui recueille les eaux des Meghalayas, les montagnes qui se trouvent juste au-dessus du mont Meghna, et qui sont le point le plus arrosé de la planète, avec jusqu'à 12 mètres de pluie par an. Chaque printemps, ces fleuves charrient les eaux de fonte auxquelles viennent s'ajouter les pluies de mousson à partir de juin. En moyenne,
Un tiers des terres du Bangladesh est inondée. Une immersion nécessaire à l'agriculture du pays. Cet équilibre naturel est néanmoins fragile, car une mousson excessive peut immerger jusqu'à 2 tiers des terres bengalaises. Une mousson trop douce peut apporter la sécheresse. Dans les 2 cas, les récoltes subissent alors d'importantes pertes. Mais en réalité, les inondations sont rarement une catastrophe humaine, plus logiquement une situation de crise à laquelle il faut s'adapter. En 1988, année de mousson exceptionnelle qui inonda les 2 tiers du pays, 40% de la population se retrouva sans domicile, 1500 périrent de maladies, de piqûres de serpents, mais bien plus rarement de noyades. Une forte mobilisation internationale avait alors débloqué d'importants fonds afin d'étudier les inondations, les fleuves, et de trouver des solutions techniques pour les endiguer et contrôler leur crue. Mais au final, peu de choses ont fonctionné. Les scientifiques sont rentrés chez eux, me dira un professeur bengalais, car dans le delta du Bengale, c'est encore l'eau qui décide. D'ailleurs, la Jamuna, sur laquelle nous sommes en train de naviguer, est un fleuve indomptable qui s'étire à son aise sur des dizaines de kilomètres durant la mousson. Un fleuve essaimé d'îles sur laquelle vivent les Choras. Les crues et décrues annuelles de ce puissant fleuve, riche en sédiments, érodent régulièrement ces îles. Une île de plusieurs centaines de mètres de longueur, de largeur, peut disparaître en quelques jours. Il les recrache à l'aval, au gré du courant. De génération en génération, les Iliens de la Jamuna ont appris à comprendre le fleuve, à en vivre, à s'adapter à ses caprices, à perdre leurs biens, à reconstruire et surtout à se contenter de peu, sachant que tôt ou tard, le fleuve, imprévisible, leur reprendra ce qu'ils ont. La pêche est un art de vivre au Bangladesh. Et il est bon de siester sur les petits filets à balancier qui essaiment les étendues d'eau de la plaine. La mousson est aussi la saison du jute. Les hommes passent ainsi leur journée dans l'eau à démembrer les fibres. Quant aux pêcheurs de mer, ils bravent l'océan sur des embarcations qui ne sauraient faire face aux colères du Golfe, tempêtes et ouragans. « 20 septembre 2005. Ligne droite finale, dernière bosse, et je l'aperçois enfin, la ligne d'horizon parfaite, celle qui annonce le royaume des eaux. Et avec quelle joie je pédale jusque dans les vagues de ce golfe du Bengale. Le public amusé m'encourage. Acha, Tikassé, good! Et bientôt, tout poids qu'atassé que l'étrangère du coin est arrivée à vélo. Une vaste plage sans frein et sans vacanciers, bordée de cocotiers et de cabanons de pêcheurs. Un ciel d'orage, dans toute sa sauvage splendeur. Mais lorsque celui-ci éclate, sa violence est traître pour les pêcheurs. Et la mer, en proie à une forte marée,
s'active à ronger les rives du bord des plages, détruisant cahutes et cocotiers. Je n'ose imaginer le déferlement d'un ouragan que subissent régulièrement ces côtiers. Le Bangladesh, c'est aussi et surtout une terre de sourires et de rires. Le Mékong. Mi-octobre, je suis contrainte de survoler le mur politique du Birman afin de rejoindre le Mékong, plus long fleuve d'Asie du Sud-Est, plus de 4000 km. La transition est rude. Après 20 mois de nomadisme, au rythme de l'homme et de la nature, parcourir quelques milliers de kilomètres en 4 heures à peine me fait l'effet d'un électrochoc. Du Tibet jusqu'au sud du Yunnan, je suis alors les méandres du Titan à pied, puis par divers moyens locaux. En aval, le Mékong devient navigable. C'est donc par voie fluviale que je poursuis ma route à travers le Triangle d'Or et le Laos, bien vite confronté toutefois à la réalité d'un trafic délaissé au profit du goudron. Ainsi, plus je me rapproche du sud, et plus il me faut longer le fleuve de ma convoitise par voie terrestre jusqu'au Tonlé Sap, au Cambodge. Dans sa partie centrale, le Mékong est un fleuve tumultueux et profond, jusqu'à 60-100 mètres de profondeur, avec d'énormes tourbillons, d'énormes vortex de plusieurs mètres de diamètre. J'entre à Bangkok le 10 décembre, et je crois bien arriver à Los Angeles, tant la ville est immense et moderne. Le cargo ne sied pas à ma course de vagabonde. Aussi c'est par voie des airs que je précipite le retour, quelque peu dépassé par les exigences du monde moderne. Je m'excuse de ne pas avoir beaucoup d'images sur la fin. Un problème avec un appareil photo, une carte mémoire qui ne m'a pas été rendue sur l'autre. De ma convoitise. Et pour finir,
de choses, notamment leur patience. Sans eux, j'aurais probablement pas pu faire tout ça. Je remercie aussi le Crédit Mutuel de la Grande Vallée, M. Hubert, M. Boitiot, qui m'ont aidé personnellement, financièrement pour cet événement. Je remercie la ville de Münster, M. le maire, M. Florence, qui m'ont mis cette salle et la salle de la Lorme pour l'exposition gracieusement à disposition. Et je les félicite quand même pour la salle, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à y passer une semaine entière. Je remercie M. Huguelet, M. Hugelet, et Emmanuel Ham, qui sont les profs et instituts qui ont suivi avec leurs élèves le voyage. Je remercie ensuite Pat, Fred et Nicolas, qui est là-bas, qui m'ont aidé respectivement pour faire le dossier avant de partir, faire le site internet et le tenir, et toutes les parties de film que vous avez vues dans le diaporama. C'est là-bas si vous avez des questions. Claude Simon, chez qui j'ai pu faire les tirages photos de l'exposition. Merci aussi à Fred qui m'a rejoint, à Josie qui est quelque part dans la salle, qui est restée aux Anscars 3 mois à la fin de mon séjour aux Anscars. Merci à Paul et à Nicam pour m'avoir aidé à installer la salle en bas pour la lecture. Merci à Vincent Bricard, le voisin dépanneur est toujours disponible, à Sylvie pour le cheval. Enfin bref, il y en a beaucoup d'autres que j'oublie forcément. Donc merci à tous et merci d'être venus. Voilà. Maintenant, j'ai plus de questions. S'il y en a. Alors les dessins, ce sont en fait des enfants. J'ai toujours vu une classe, parce qu'il y avait une école primaire et des classes de 5e qui suivaient le voyage. Donc j'ai toujours rencontré une classe pendant tout le voyage. Et ils m'ont fait des dessins que j'ai ramenés et donnés aux élèves français qui ont réécrit, qui ont envoyé à leur tour des dessins aux écoles. Vous êtes parti donc presque 1 an et demi. Quel a été le budget que vous avez consacré? Si on compte le matériel photo que j'ai dû acheter, toute la partie avant le voyage, les véhicules, qui finalement est une grosse part du voyage, je dirais que c'était entre le tirage aussi, peut-être 13 000 €, peut-être quelque chose comme ça. Mais inclus tout ce qui est l'avant-voyage aussi, y compris l'achat dans un sac de couchage, le matériel photographique. Et donc par jour, combien vous... Je ne sais pas, c'est assez variable. En fait, ça varie beaucoup quand on est dans des aires de vie autonomes ou si on est dans une ville. Le plus cher étant le Mekong, zone aussi plus touristique en Asie du Sud-Est. Le budget monte forcément. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce voyage? Beaucoup de raisons, probablement. C'est un voyage que j'ai préparé pendant 2 ans et demi. Donc il a eu le temps de découvrir, de mélanger, de mettre en place un peu toutes les raisons qui poussent à partir. Il y a une part de rêve, probablement, d'endroits où on rêve d'aller, des choses qu'on rêve de découvrir. Il y a une part qui est liée aux expériences que je pouvais avoir eues, et de choses qu'on souhaite approfondir, et qu'on sent qu'éventuellement, au travers des expériences, par exemple, peut-être professionnelles, on ne pourra pas forcément. À un moment où on sait aussi que justement, côté professionnel, si j'ai eu la chance de travailler sur des chantiers de barrage en Afrique, notamment, qui était une année passionnante dans le sud de la France, il n'y en a pas forcément toujours, et puis il y a un moment où c'est des choses qu'on veut faire, il faut les faire soi. Donc,
temps, si on souhaite, enfin, mon souhait c'était en l'occurrence m'adapter dans ces environnements. Je suis ingénieur en construction hydraulique. L'eau était un lien, un fil conducteur dans le voyage, un lien par rapport à mon profession et une magnifique excuse pour rencontrer des gens, des scientifiques, des environnementaux, des professionnels, tout le long du voyage. En construisant le projet, j'avais une raison de rencontrer pas mal de monde. Je n'aurais pas eu forcément de raison, mais qui rendait le voyage pour moi assez passionnant. Et ça demande du temps. Et puis du temps sur place pour s'adapter, pour se rapprocher au maximum des populations locales et vivre avec eux. Non, tu dors partout. La grande question. Où, quand et comment? Je ne sais pas. On s'investit, enfin je pense que je me suis investie dans ce voyage forcément. Il faut digérer, il faut laisser mûrir la suite, on ne part pas sans raison, il faut du temps. Puis, il faut travailler, il faut le mériter, il faut... Combien de paires de chaussures avez-vous? Une seule. Si je vous dis la marque, je fais de la publicité. Mais elles ont tenu tout le long du voyage. Sur le fleuve gelé, j'avais des bottes locales, parce qu'elles n'auraient pas tenu dans l'eau, le gel, le dégel. Enfin. Mais c'était ma paire de randonnée de montagne, qui avait 6 ans quand même déjà, avec laquelle j'avais déjà... Elle a tenu jusqu'au bout, et au Cambodge, je m'en suis débarrassée parce que je ne les portais plus, j'avais des tongs, et c'était trop lourd. Et je les ai encore fait réparer, je pensais, j'arrivais en hiver en France, et je les ai encore fait réparer en Chine, et en fait c'est au moment de les refaire réparer, ils ont pas mal de réparations, hein, qu'ils ont fait quelque chose qui fait que lorsque j'ai marché le long des méandres, j'ai plus pu marcher au bout d'un moment parce que j'avais le tendon qui commençait à être arraché à un mauvais frottement. C'est la fin des chaussures. Dans quelle langue avez-vous communiqué avec toutes ces écrits qu'il y a là-bas? C'est pas moi. Trop moderne. J'avais commencé à apprendre le russe, à travailler le russe avant de partir, à le lire d'abord. J'avais pris des cours autant que je pouvais quand j'étais sur Paris avant de partir, donc le russe, histoire de l'apprendre le plus vite possible sur place. Et sur place, j'ai beaucoup travaillé tous les jours, on fait des lignes, on fait des exercices, on parle, on est immergé, donc ça va quand même plus vite. Le russe m'a encore aidé en Mongolie, avec les vieilles personnes qui avaient un lien avec l'administration. Après, on apprend à baragouiner dans les espaces désertiques par nécessité, parce qu'il faut que tu puisses demander où est l'eau, et on finit tous les jeux par répéter d'où on vient, et ça, il y a des questions qui reviennent. Donc on apprend, on assimile ça assez vite, mais c'est beau, enfin ça permet déjà beaucoup de choses. Le plus dur, ça a été avec les Ouïghours, parce que j'avais aucun support écrit, à l'inverse de la Mongolie par exemple, où j'avais encore mon petit dictionnaire, et ça fait une entrée en matière, les gens regardent, les gens vont chercher des mots qu'ils peuvent trouver. J'avais rien le long du Kunlun, donc c'était un petit peu plus dur, mais j'avais préparé des phrases en chinois. Et dans les oasis, dans un des oasis à Chimo, j'ai fait des rencontres de Chinois qui m'ont aidé. Il y a une prof d'anglais dont j'ai vu les classes, j'ai les dessins, qui m'a traduit en ouïghour. Le Zanskar, moi j'ai eu le temps d'apprendre. Il travailler et enseigner, ça fait apprendre un petit peu plus vite. Et puis une fois en Inde, au Bangladesh, c'est vrai qu'on rencontre assez facilement des gens qui parlent, ne serait-ce qu'un peu l'anglais. Et le long du Mékong, en Asie du Sud-Est, comme il y a quand même plus de touristes, l'anglais prend carrément le dessus. Est-ce qu'entre le désert de Gobi et le Taklamakan, est-ce que vous avez rencontré des tempêtes de vent vraiment fortes? Non, pas entre les deux. Dans le désert de Gobi, mais pas après Taklamakan. C'est vraiment impressionnant. Ah ouais, c'est impressionnant. Pendant le désert de Gobi, tout va bien et on se retourne, il fait beau, il fait chaud, il fait froid, et c'est un front noir.
un côté d'horizon qui se rapproche assez vite. C'est vrai, c'est impressionnant. Hein. Pour la tempête de grêle, c'était pareil. Il fait beau et tout d'un coup, ça balaye. Et là, il fait froid, ça gèle, puis ça passe, puis c'est fini. Ça se forme assez vite, mais ça passe aussi assez vite. Sur le plan humain, quelle fut la rencontre la plus marquante? Oh là il y en a plein partout. Il y a quelque chose, bon, dans le voyage, le Zanskar, j'ai passé l'hiver, j'étais sédentaire quelque part. J'ai vécu avec les gens longuement, donc sur un plan humain, c'est forcément fort. Quel a été votre meilleur moment et le moins bon? Je ne suis même pas sûre que je serais capable de répondre. Globalement, je pourrais quand même dire que pendant 20 mois, c'était assez extraordinaire. Même si, arrivé au Zanskar, c'est vrai que le Zanskar, c'est l'hiver, on est coupé, on passe un hiver à pas gâcher, à pas polluer, c'est assez marquant. C'est assez comment dire, linéaire, c'est assez harmonieux. Puis je suis redescendue de là vers le Gange, grouillant, plein de paradoxes. Physiquement, le Gange, pendant la mousson, à Vénus, ça a été le plus dur. Et moralement aussi, dès qu'on s'arrête, c'est 50-100 personnes qui viennent nous demander et tu viens d'où, et t'es qui, et t'es quoi, alors que par moment, je ne pouvais même pas répondre. Il faut prendre son souffle. Je pense que c'était plus fatigant que prenant, mais c'est aussi assez fascinant, c'est extraordinaire. Le Bangladesh m'a surpris parce que je ne le connaissais pas, je ne le connais pas beaucoup. Et c'est un pays qui m'a vraiment touchée. Les autres, probablement autant, chacun dans une mesure différente, mais je le savais peut-être mieux à quoi m'attendre. Le Mékong, je dirais que c'est. Enfin, pas le Mékong, mais la partie sud-est, Asie du Sud-Est réelle. Donc Laos, Cambodge, c'est cette partie du Mékong, étant randonnée au Mékong. J'avoue que là, j'ai plus le sentiment d'être dans un flot de touristes, d'arriver un peu comme un touriste, je suis arrivée en avion. Et peut-être avec la fatigue, peut-être avec beaucoup de choses, mais là, je crois que ça a été mentalement le plus dur. C'est plus comme ça que je pourrais répondre. De façon spécifique, après, il y a tellement de choses que. Est-ce que vous avez rencontré des voyageurs à vélo? Des voyageurs à vélo? Ben, je crois que dans une des guest houses de Ulaanbaatar, la capitale de Mongolie, il y avait un couple qui était en tandem à vélo. Un couple de Hollandais, je crois. Sinon, j'en connais qui ont fait des choses, mais je n'en ai pas rencontré pendant le voyage. Pas autrement. Vous étiez en haut du Mékong, vous étiez relativement proche du barrage des Trois Nord. Non, c'est sur le Yangtze. Hein. Enfin, non, c'est pas le Yangtze, mais aussi le fleuve. Ouais. Donc c'était. Je veux dire, la Chine est vaste, c'était proche, oui, mais quand même suffisamment loin pour ne pas y arriver comme ça simplement, juste pour aller voir. Quoi. Et cette route pour la Karaou, ouais, est-ce qu'elle est oui, franchement belle? Elle est belle, oui. Ah oui, c'est une route à 5000. C'est une route à 5000. Oui, qui passe un col à près de 5000, oui, bah oui, c'est une très belle route. Hein. Et la ma grande surprise, moi je pensais qu'elle fermait en novembre, mais il se trouve qu'actuellement, début décembre, elle est encore ouverte. Et là, vous étiez en transport en commun? Oui, j'étais en bus. Ces 20 kilos qu'on partage, en fait, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faut absolument? Qu'est-ce qu'on emmène quand on part? Quand je suis partie, quand j'ai pris le train depuis Strasbourg, j'avais 23 kilos dans le sac à dos. On s'est vite débarrassé. Alors, puis après, finalement, on n'a pas besoin de grand-chose. J'ai encore l'appareil photo, c'est le découchage. Après, j'avais sur moi la même chose. Les chaussures sont bonnes, mais
je l'ai porté au pied tout le temps. Le film, il y a des choses, mes écrits, les dessins, des choses glanées comme ça qui. Bon, tant que j'avais encore la colère ou l'anorame, des choses comme ça, c'est vrai que. Mais vraiment, après, on se rend compte, on se passe l'attente, c'est plus la peine. S'il faut dormir dehors, on dort dehors. Quand le lit, il a plu une nuit, toute la nuit, on était trempés. Mais c'était pas un orage, justement, c'était vraiment une pluie. C'est surprenant. Et elle a perduré le matin, mais bon, dans la journée, le soleil revient, et puis ça sèche très vite. Et puis, voilà. On avait dormi dans le lit. Et Merlot,